Salut tout le monde. Je vais vous proposer sur des images de Marseille. Aujourd'hui, il faisait exceptionnellement doux, mais beaucoup de vent. Je voulais dans un premier temps vous faire une promenade blabla. Et puis il y avait trop de vent, donc le son aurait pas été super. Donc on va parler de la grande pyramide K, puisque vous êtes quelques-uns, pas nombreux, je vais pas mentir non plus, mais vous êtes quelques-uns à m'en parler, et j'ai pris le temps de voir le film, et je viens de le revoir un petit peu, là je viens de revoir 40 minutes, pour me réactualiser ça. Vous voyez, hein, il fait beau, mais beaucoup de vent. Hein, ouais, un fort Mistral, mais tant mieux, c'est parce que là, ces derniers jours, on a eu beaucoup de pluie, pluie bizarre, de la tempête. Voilà, donc on est sur la Canebière, c'est dimanche, beaucoup de monde. Le monde que vous ne voyez pas est sur la Canebière, là on est sous l'ombrière. Moi j'ai envie de vous parler un petit peu de cette pyramide K, et puis en même temps, de temps en temps, on va digresser. Puis, vous voyez l'ombrière, il y avait je peux pas vous mettre le son, il est dégueulasse. Il y avait des chanteurs de Noël, au-dessus il y avait des musiciens, là il y avait, je sais pas, peut-être une bonne centaine de personnes. Donc c'était assez sympa, j'ai fait mon petit tour et le soleil ici vous donne des vitamines. Hein, le soleil d'ici vous... donc là, voilà, ça poursuit. Dans cette vidéo là, moi je veux pas mettre en concurrence la révélation des pyramides, même si quelque part, si, en fait, si. La grande pyramide K, l'histoire officielle. On va essayer de pas trop mettre en concurrence, mais on va quand même dire les choses. Là, on est à côté du club nautique, on est au Catalan. Comment dire ça? Moi, je vous invite à voir les trois. À suivre les trois. C'est beaucoup mieux. C'est l'un des reproches que je puisse faire à pas mal d'entre vous, en tout cas ceux qui s'y intéressent, c'est que vous négligez aussi d'aller voir les versions officielles. Or, c'est intéressant. En second lieu, il n'y a pas une version qui a la vérité et les autres qui ne l'ont pas. Moi, je pense que la vérité, elle est un petit peu entre toutes ces versions, mais, et là je suis désolé pour Jacques Grimaud malgré tout le travail qu'il a fait, je suis relativement déçu avec le recul quand même, puisqu'en fait je m'aperçois, et je vous mettrai le lien sous la vidéo, je m'aperçois quand même qu'il est allé très vite par le biais il a utilisé le biais cognitif, il a enlevé ce qui ne l'arrangeait pas, ce qui n'arrangeait pas sa version. Hein. Et par exemple, lorsqu'il te présente les outils, il te présente une pierre de 3 trucs alors qu'il y avait beaucoup plus d'outils que ça, il y avait beaucoup plus d'instruments de mesure que ça. Donc il a pris ce qu'il avait et ce qu'il a rangé pour nous expliquer grosso modo que ce n'étaient pas les Égyptiens qui ont fondé les pyramides, mais que c'est les Atlantes et des extraterrestres. Et il a tourné sa vidéo tout autour de chiffres, de constantes, telles que pi et phi. Alors la grande pyramide K pour Khéops 2019 que je vous invite à voir, film de Femi Kraniki, 3h30, mais passionnant, vous n'allez pas les voir passer. Comment dire ça, évitera cet écueil. Le reproche que je puisse faire à la révélation des pyramides, c'est que ça reste quand même entre guillemets complotiste. Alors attention, je dis pas que vous êtes complotiste, il faut aller aussi le voir. Mais enfin, on a privilégié... Non, on va pas utiliser le terme complotiste, on va dire spectaculaire. Donc en gros, des extraterrestres ont donné aux Atlantes, qui ont donné aux Égyptiens, toutes les technologies permettant de faire des pyramides. Je dis pas que c'est faux, j'en sais rien à la base. Surtout que lorsqu'on regarde certaines tablettes, certains écrits, on voit bien que les prêtres atlantes, à la chute de l'Atlantide, se seraient réfugiés en Égypte et ailleurs. C'est pas clair. Moi je donne un avis là, je donne un avis, je ne veux pas que vous emportiez, que vous je n'ai aucune vérité, je n'en sais rien. Mon interrogation, elle est: pourquoi est-ce que l'Égypte antique fascine autant de monde, autant de gens différents? Là sur l'image, vous allez voir, vous avez vu la puissance des vagues. Je vais me prendre une vague dans la tête à un moment donné. C'est assez rigolo, j'étais tout mouillé, le téléphone aussi, excusez-moi. On est au Catalan, il y a trois courageux à un moment donné, c'est peut-être passé, excusez pour le doigt, il y a 3 courageux, c'est pas bien le doigt, il y a 3 courageux qui nagent là, torse nu, qui nagent, ils sont pas allés au fin fond, mais ils sont sur le bord de mer, et ils sont dedans, ils sont dans l'eau, je sais pas comment ils font quand même les gars, bravo. 3 types, je sais pas, on va les voir. Bref, on va revenir au sujet. Ce film est beaucoup plus intéressant puisqu'il a le mérite, dans un premier temps, de poser le problème et de réfuter un petit peu, ou de tenter de réfuter l'officiel.
Et dans un second temps, très très vite, après 40 minutes, vous allez voir qu'on va proposer un scénario. Et tout le film va vous proposer un scénario. À base de non je rigole, à base de géopolymère, à base de tout un tas de choses. Mais je vous laisse découvrir le film. Non, pourquoi il y a autant de gens, de par le monde, qui s'intéressent autant à l'Égypte? Vous avez vu, ça c'est la vague que je me suis pris dans la tête. Je suis mort de rire d'ailleurs à ce moment-là. Pourquoi il y a autant de gens aussi différents qui s'intéressent à l'Égypte et beaucoup moins qui s'intéressent aux civilisations antiques aussi, à Sumer par exemple qui est plus vieille. Normalement Sumer c'est plus vieux ou légèrement à côté. Pourquoi on ne s'intéresse pas à la civilisation indienne, chinoise? Non, on est fasciné par les pyramides. Enfin, beaucoup de gens sont fascinés par les pyramides. Je comprends, c'est pas une critique, c'est une question. Le film est sorti le 28, dans sa version longue, est sorti le 28, comme l'expliquera Monsieur Femi Kraniki. Le film est sorti dans sa version longue le 28 septembre 2019. Pendant 5 minutes, il fera une sorte de préambule un petit peu pour expliquer l'état d'esprit des gens qui ont tourné le film. On y verra tout un tas de choses intéressantes. La piste Maya égyptien, c'est vrai, hein, on retrouve des pyramides partout. Moi, je me suis toujours demandé aussi pourquoi il y avait autant de pyramides dans le monde. Alors, certains me disent c'est des tombeaux. Certains disent c'est des tombeaux. Et ça fait... excusez-moi, je vais rester très pragmatique. Je suis le roi de l'Égypte. J'ai des ressources limitées en hommes, en matériel, en tout un tas de choses. Je suis adversaire des Hittites, des Assyriens, tout un tas de gens. Mais pourquoi je vais utiliser des centaines de milliers de personnes pour construire des grosses pyramides où il n'y a rien à l'intérieur, hein? Il n'y a personne à l'intérieur. Pourquoi? Et pourquoi 3 seulement? Pourquoi les autres n'ont pas fait ça? C'est curieux quand même ces pyramides. Pour des tombeaux, ça fait quand même, c'est pas très économique quoi. Un roi, pharaon veut dire roi. Un roi en général gère mieux ses ressources. Alors vous allez me dire oui mais il y en a d'autres, des petites pyramides. D'accord, ok, mais il y a 3 grosses pyramides. Pourquoi les autres rois n'ont pas fait la même chose? C'est un vrai mystère ces pyramides. Ce qui est mystérieux aussi et ce que nous montrera bien le film, hein, très très bien d'ailleurs, c'est en fait que comment ils ont pu aboutir à un modèle de précision qu'on a du mal à avoir aujourd'hui en construction, avec des tunnels qui de bout en bout varient d'un degré, gardent les mêmes proportions. Enfin, il y a tout un tas de choses qui intriguent les ingénieurs, qui intriguent tous les gens qui sont spécialisés dans le bâtiment, les architectes, ingénieurs, tous les gens qui connaissent un petit peu le bâtiment, te diront, mais c'est impressionnant. Des marges d'erreur à 1 millimètre près. Il y a tout un tas de choses que même maintenant on a du mal à, avec notre civilisation moderne, qu'on a du mal à reproduire. Donc 5 minutes 46 de préambule. Et on rentre très très vite, on démarre très très vite. Donc le logo, Phi, Pi dans une pyramide cerclée. Ensuite l'espace, on a un focus sur la Terre, l'Égypte, le plateau de Gizeh, les 3 pyramides, les 3 P, Khéops, Képhren, Mykérinos. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ben après voilà, donc après il pose le problème, 2,8 millions de pierres, des blocs de 70 tonnes, comment ils ont pu soulever ça? Moi j'ai envie de juste d'émettre une petite hypothèse. Pourquoi vous parlez pas de roue? Les Égyptiens utilisaient la roue a été officiellement, hein, moi je vais reprendre les thèses officielles, la roue a été inventée en moins 3500 à Sumer. Et il y a des liens, il y a des contacts entre les deux empires. On parle d'empire là, on ne parle pas d'une petite civilisation cachée au fin fond de la montagne. Et les Égyptiens ont utilisé les roues. C'était pas les roues à rayons, elles sont arrivées bien plus tard, les roues à rayons, pour faire les chars qui leur ont permis de combattre à Kadesh. Ramsès a utilisé des chars, notamment des chars à roues, mais à roues à rayons. Là, mais j'ai envie de te dire, mais ils ont transporté du granit avec des roues en granit. Et avec des... Non, je sais pas. Une autre question aussi, c'est bon là, on te parle de l'apothème. Hein. Une pyramide, c'est quoi? C'est une base 4. Et c'est une base 4 avec 4 faces triangulaires. Et quand tu regardes bien, en fait, non, c'est 8 triangles rectangles. Parce qu'il y a un apothème. Il y a une sorte d'inflexion au milieu du triangle. C'est pas 4 triangles, 4 et 3 qui donnent 7. Le temporel et le divin. Ah, c'est plus compliqué que ça. On a le 3, on a le 4, on a le 8, finalement. Voilà. Vu de loin, on a le 3 sur le 4. Donc ça fait 7. Mais en fait,
4, 8, 12. 12 c'est marrant, hein, parce que 12 fait partie des chiffres de prédilection des Sumériens qui ont un système sexagésimal. Je vous montre quelques restaurants comme celui-là, El Perron. Je vous ai montré le petit pavillon tout à l'heure. Non, pas l'Égypte. C'est des restaurants très sympas, hein, pour aller manger. Voilà, ce restaurant aussi est très sympa, El Perron, avec l'ours derrière. Non, l'ours là, la truite de l'autre côté. Bref, excusez-moi, je reviens à ça. C'est vrai que ça soulève de vraies interrogations. Comment ils ont pu transporter des blocs de 70 tonnes, de 22 tonnes, alors que lorsqu'on essaye, ne serait-ce qu'avec 3 tonnes, en utilisant les mêmes bateaux, ça marche pas. Il y a des expériences qui ont été tentées. On a quand même l'impression qu'il y a un secret, qu'il y a quelque chose. Il y a un secret des bâtisseurs qui s'est transmis, le secret des proportions, de la coudée royale qu'on retrouvera avec les bâtisseurs de cathédrales, qu'on retrouvera tout au long de l'histoire. Ces secrets de construction-là, de qui ils viennent? De qui viennent-ils? Pardon. La coudée royale 0,5236, 52 cm et 36 mm. On sort de l'âge de pierre là. Les Égyptiens, voilà, dynastie 0, ensuite tu as les 30 autres dynasties, on sort de l'âge de pierre quasiment. Donc la première partie m'a permis de mieux comprendre pourquoi les gens étaient fascinés par ce mystère, un mystère technologique, mais pas que. À quoi elles ont servi? Alors certains te diront, oui, c'est pour viser Sirius, c'est pour viser Orion, c'est pour permettre à l'âme de sortir. Oui, mais on a retrouvé les conduits bouchés. Il y a tout un tas d'interrogations. Pourquoi les égyptologues donne l'impression... Moi j'aime bien Jean-Pierre Adam, je le trouve sympathique, je l'ai vu à la Tronchambier, je l'ai vu à plusieurs reprises, je trouve que c'est quelqu'un de sympathique. Mais pourquoi Jean-Pierre Adam réfute tout systématiquement? Alors quand il réfute, j'aimerais bien voir d'ailleurs ses réfutations quant à ce film, parce qu'il y a des choses à dire, mais pourquoi Jean-Pierre Adam réfute tout et veut nous faire croire que c'est des Égyptiens qui auraient construit ça et que ce serait des tombeaux? Comment ils ont transporté ces blocs? Dans le film, on nous parle de Joseph Davidovits, qui est un... comme son nom ne l'indique pas, qui est un scientifique français reconnu, qui a apporté des preuves et qui a expliqué que certaines des pierres, pas le granit, là ça pose problème. C'est l'un des problèmes du film. Mais que certaines pierres ont été coulées tout simplement, que les Égyptiens savaient faire du béton à leur manière, en utilisant du sodium, de la chaux, du kaolin, du calcaire, et ça donnait du béton. Et ça expliquerait comment on a pu couler autant de pierres. Mais après, le mystère demeure pour les blocs en granit. Et c'est là où c'est là où le film me gêne un petit peu, c'est lorsqu'on parle d'une lentille qui permettrait de couler le granit qui aurait été fondu préalablement. Là, ça pose un gros problème, puisque lorsque tu demandes à toutes les personnes expertes, elles te disent que le granit ne peut pas être fondu et recoulé. Il vitrifie le granit. Donc là, c'est l'un des points faibles du film. Mais j'apprécie ce film parce qu'il ne te cherche pas des explications, les Atlantes, les extraterrestres. Je ne critique pas ceux qui pensent que c'est les Atlantes ou les extraterrestres. Je ne critique pas les lecteurs d'Anton Parks qui écrit de très bons livres. Je les ai quasiment tous lus, les livres d'Anton Parks. Hein, le témoignage de la Vierge, le secret des étoiles sombres, etc. Je ne vous critique pas. On discute simplement. C'est vrai que dès qu'on aborde certains sujets, c'est tout de suite la tension. Hey, yeah. Et puis chacun prend ça pour lui. Moi, je n'apporte aucune vérité. Mais la lentille me dérange. Et puis les coffrages de granit, c'est pas... Et comment tu fais ces coffrages? Comment tu fais couler du granit en admettant que tu puisses le couler, tu puisses le faire fondre? Là, vous l'avez pas vu, mais le Père Noël me dit Joyeux Noël, je lui ai fait un coucou. Ouais, bah autant se la faire tranquille. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y avait toute une bande de motards là avec des Harley qui étaient déguisés en Père Noël, qui passaient dans tout Marseille, qui faisaient coucou à tout le monde. J'ai pas pu les filmer, mais c'était assez sympathique aussi. Ouais, oui, c'est ceux qui étaient à Marseille, en centre-ville aujourd'hui, vous me comprendrez. Ah, c'était assez marrant. Bref, les chiffres aussi. Pi et phi sont des constantes. Oui, les Égyptiens, mais lorsqu'on parle de constantes, c'est comme quand toi, demain, tu fais du vélo. Tu utilises une roue. Tu utilises pi, mais tu ne le sais pas. Les Égyptiens utilisaient pi et phi dans leur construction, mais peut-être qu'ils ne les maîtrisaient pas totalement. Phi qui a un rapport. Le nombre d'or qui a un rapport. Le rectangle d'or, la spirale d'or, Fibonacci, qui vient entre autres de la suite de Fibonacci. Lorsque vous étudiez l'histoire de Phi, vous apercevez qu'on l'a utilisé bien avant de le comprendre. Vos feuilles A4 respectent les proportions du nombre d'or. Donc on peut utiliser des proportions justes, les connaître, avoir cette intuition,
de bâtisseur sans forcément maîtriser ou avoir voulu faire pi ou fi. Moi, ce qui m'impressionne, c'est comment on peut mobiliser autant de ressources pour faire un tombeau vide, un cénotaphe. Pourquoi il y a autant de pyramides dans le monde? Est-ce qu'il y a une intervention extérieure? Et pourquoi surtout les égyptologues réfutent tout ce que ramène M. Davidovits, puisque Davidovits a prouvé, a publié ce qu'il appelle les géopolymères, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'un coulage de béton qui a permis à tout un tas de pierres d'être coulées sur place. Pour le granit, par contre, je ne sais pas. T'imagines, t'as une lentille comme ça, je sais pas quelle est la température de fusion du granit. Bon, on me dit il se vitréfie, mais même imaginons qu'ils se mettent en fusion, mais comment ils font les types à côté? Ils fondent aussi. Et les coffrages, ils tiennent comment? Et cette lentille, elle doit faire combien de tonnes pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire? Impressionnant quand même. Et comment on la maintient? Et comment on la fait monter? Tout en haut de la pyramide, elle fait 144 mètres. C'est pour ça que je vous dis, ce film est très très bien, mais restez critiques. Ne prenez pas tout. Ne rejetez pas tout. La révélation des pyramides, alors je vous mettrai le lien, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'artifices, mais il y a peut-être aussi des choses intéressantes dedans. Donc allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Je ne veux pas dénigrer le travail de Jacques Grimaud, ça m'intéresse pas. C'est pas ça l'objectif. Mais bon, il est plus sensationnaliste, il fait intervenir quand même des extraterrestres qu'on ne voit pas. Écoutez les gars, on les voit pas. On les voit pas. Ils arrivent, ils aident des peuples et nous, ils veulent plus nous parler. Voilà, posez-vous des questions. Et pourquoi les égyptologues, pourquoi vous ne vous intéressez pas à ce que disent les égyptologues qui savent réfuter certaines choses? Par exemple, les égyptologues te disent que sur un plan isotopique, il est prouvé que le granit vient des carrières alentours. Dans le film, on dit que ces carrières n'ont pas été trouvées. Qui croit? Donc, allez voir ce film, qui est très très bien fait, qui a supposé quand même 6 ans de travail, mais qui est très 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 bien fait. Allez le voir. Mais restez critiques. Allez voir aussi l'histoire officielle, des réfutations des égyptologues classiques. Alors, quelqu'un comme Jean-Pierre Adam est un scientifique, je ne vois pas l'intérêt pour un égyptologue comme lui de mentir. Par contre, qu'il y ait une réticence à déconstruire ce sur quoi on a basé tout son travail, enfin ce en quoi on croyait, là je peux comprendre, ça peut être un argument pour expliquer cette résistance. Lorsque je vois Zahi Hawass, le maître des lieux, hein, c'est lui le grand barbeau en fait, qui garde, c'est le grand prêtre de l'égyptologie, hein. C'est lui qui décide si tu peux aller là-bas ou pas, etc., etc. Lui, c'est pareil, je pense que c'est du nationalisme qui fait qu'il réfute tout. Parce que pour lui, les gens qui critiquent la version officielle, ce sont des gens qui méprisent les Égyptiens et pour lui, on n'a pas à mépriser le peuple égyptien, les Égyptiens étaient capables de le faire, ce n'étaient pas des barbares, etc., etc. Alors, bien, moi je mets l'avant-faux. Monsieur Hawass, les gens qui critiquent la thèse officielle n'ont jamais dit que les Égyptiens étaient des barbares, puisque ce sont les premiers à parler de la civilisation égyptienne et du raffinement de la civilisation égyptienne. Donc je pense que c'est du nationalisme mal placé, mais ça peut expliquer les réticences. Moi j'ai du mal à croire au grand complot des égyptologues, au grand complot des scientifiques, pour avoir connu un tas de scientifiques. Je peux te dire que non, ils sont en quête de vérité, ils sont prêts à mourir pour la vérité, et ils sont prêts à se battre pour ce qu'ils estiment être la vérité. Et je pense que c'est plus s'il y a des réticences, s'ils refusent certaines remises en cause, peut-être qu'ils ont raison aussi, c'est lié à des éléments. Voilà, l'un croit qu'on attaque son peuple, Jean-Pierre Adam pense que les types qui font des films, ce sont des farfelus qui veulent absolument se faire connaître. Vous voyez, on est dans ça, on n'est pas dans la malhonnêteté en fait. Je ne pense pas que monsieur, je vais regarder son nom, je ne veux pas l'écorcher, monsieur Kraniki, je ne pense pas que monsieur Kraniki, je ne pense pas que monsieur Jean-Pierre Adam, je ne pense pas que ce soit les égyptologues, que monsieur Davidovits, je ne pense pas que ce soit des gens malhonnêtes. Vous remarquez au passage que j'ai pas évoqué Jacques Grimaud sur ce coup-là, parce que Jacques Grimaud, en fait, lorsqu'on le suit bien, je vais pas dire du mal, mais je vais dire la vérité, il a quand même fait un appel aux dons, et il a touché plus de 100 000 euros, on attend toujours son film. Je ne sais plus s'il est avec Monsieur Poyard ou pas.
Et c'est quelqu'un qui m'a l'air, enfin pour l'avoir suivi un petit peu, qui m'a pas l'air, je n'ai pas dit qu'il était malhonnête, mais enfin, moi je ne lui fais pas confiance. C'est quelqu'un que je l'ai vu face à la tronche en biais, je l'ai trouvé ridicule. Je m'attendais à ce qu'il tienne le choc face à comment il s'appelle, Vled Tapas et à Sermandax, hein, c'est ça. Voilà, il a été ridicule tout le long, il a campé sur des positions défensives et il n'a fait que des attaques à la personne. À partir de là, j'avais fini mon, mon jugement définitif sur lui a été fondé. C'est quelqu'un qui est filou. J'ai pas dit malhonnête, mais c'est quand même quelqu'un qui est filou. C'est quelqu'un, lorsque vous verrez son film, qui aime le sensationnalisme et qui écarte. C'est facile, hein. De toute façon c'est très simple, la vérité ou la non-vérité c'est quoi? Tu as tout un tas d'éléments, en fait tu as un tableau plein. Et tu décides de ce que tu laisses. Ça c'est le maréographe, le premier maréographe de France, il me semble. Qui permet de... en fait c'est le niveau 0. Le niveau 0 en France il est là. Voilà, il est indiqué par ce maréographe. Voilà, donc pour en revenir au film, allez voir la révélation des pyramides si vous voulez. Vous ferez une idée, mais allez voir aussi la réfutation. En fait, à chaque fois que vous allez voir une thèse qui vous séduit, allez voir la réfutation, allez voir l'histoire officielle aussi. Et surtout, dites-vous un truc, n'en faites pas une histoire de famille, hein, à la base. Hein, voilà, je veux dire, c'est... Non, parce que certains sont prêts à s'entretuer, je vois sur certains sites, ils s'insultent, ah, non, mais tu es un complotiste, mais non, et toi, c'est n'importe quoi, t'es un mouton. Mais calmez-vous, les gars. Non, mais si, calmez-vous un petit peu. Attendez, je vais vous la remettre, je vais vous remettre un peu les... voilà, comme ça, on va me les... Calmez-vous un petit peu, les amis. Il y a plus grave. Au bout du compte, c'est pas ce qui va payer ton loyer, tes courses, voilà. Allez voir les différentes versions, mettez-les en perspective. Si vous êtes séduit par une version plus qu'une autre, méfiez-vous, parce que là, vous allez rentrer dans le biais cognitif. Je l'ai fait il y a une dizaine d'années, et puis ça m'a fait perdre du temps. Allez vous poser des questions. Lorsqu'on te dit, oui, regardez, lorsqu'on prend la base de la pyramide et on la multiplie par 2 et on la peint en vert, on retrouve pi. Lorsque la vieille là-bas va traverser, que le feu passe au vert et que la bague passe, on retrouve phi. Lorsque tu retournes la pyramide, tu chantes Tata Yo-Yo et tu fais du break dessus, on retrouve pi et phi. Voilà, c'est ça. Non, mais moi, comme l'a dit Jean-Pierre Adam, et sur ce coup-là, il a raison, je te trouve pi et phi dans quasiment tout chez moi. Là aussi, il faut s'en méfier. Mais en même temps, voilà. Et puis, le fait de retrouver pi et phi ne veut pas dire qu'ils maîtrisaient pi et phi et qu'ils aient voulu pi et phi. Peut-être qu'ils ont voulu construire. Ou peut-être qu'il y a des secrets qui se sont transmis de génération d'humains, de génération de bâtisseurs en génération de bâtisseurs, sur les propriétés de pi, de phi, de la coudée, de tout un tas de choses, et ça c'est une réalité, mais qui a donné ces éléments au moment où l'humanité sortait de l'âge de pierre, qui a donné ces éléments de géométrie à des peuples comme Sumer, comme l'Égypte, surtout Sumer qui d'un coup Sumer c'est le droit, c'est la botanique, c'est la comptabilité, c'est l'écriture cunéiforme, c'est des éléments de mathématiques, d'arithmétique, etc. Voilà, moi j'ai toujours cru que Phi n'était pas maîtrisé par les Égyptiens, qu'ils l'utilisaient d'une certaine manière, mais qu'ils ne l'ont pas utilisé de la manière mathématique qu'il fallait. Et qu'il a fallu attendre Archimède et ensuite Fibonacci pour mieux comprendre les propriétés qu'amenait cette constante. L'une des constantes de l'univers. Comme pi. Pi, c'est la constante des surfaces et des volumes. Et de bien d'autres choses encore. On la retrouve partout. C'est à croire que l'univers était une simulation qui a été écrite avec des équations mathématiques dans lesquelles il y avait ces constantes. Ça, c'est une réalité, par contre. Ça, tous les scientifiques te disent que l'univers est mathématique, est construit de manière mathématique. Alors après, la question, c'est est-ce qu'il a été construit avec des lois mathématiques préexistantes, ou est-ce que c'est, comment dire, ou est-ce que c'est nous qui avons créé les mathématiques pour l'interpréter? Et oui, ça aussi, il ne faut pas tout de suite tomber dans le biais cognitif de dire oui, c'est une simulation, tout ça, c'est ce que moi je pense, mais bon, ça ne veut rien dire du tout. Si demain je suis un marteau, je vais voir le monde en clou et en non-clou. Il y a aussi un truc qui me gêne dans le film, dans cette histoire de coudée, hein. C'est qu'à un moment donné, voilà, on t'explique que la coudée, en fait, que les Égyptiens auraient créé le maître, ce que réfutent les égyptologues, puisqu'on le retrouve nulle part ailleurs, on le retrouve que dans les pyramides, le maître.
avec l'histoire du pyramidion. Mais voilà, les Égyptiens auraient créé le mètre. En fait, à la base, c'est un Égyptien qui utiliserait la goutte, qui chercherait une unité de mesure qui ne varierait pas dans le temps. Il utiliserait la goutte qui représenterait 1 centimètre. J'ai fait l'essai moi-même, toutes les gouttes ne font pas 1 centimètre. Tu as des gouttes de 0,5 cm, tu as des gouttes de... Donc là aussi, voilà le point faible du film. Les points forts de ce film, c'est de vous proposer, de vous expliquer quel est l'enjeu en première partie pendant 40 minutes, le pourquoi de la fascination, et en seconde partie de proposer pendant quasiment presque 3 heures, de vous proposer une solution. Et on voit comment ils auraient construit les pyramides. Sans rampe, sans mammouth, sans extraterrestres, sans rien. Le point faible, c'est cette histoire de loupe qui ferait fondre du granit. C'est pas possible, le granit ne fond pas, se vitrifie. En tout cas, si tu le fonds, le granit il se vitrifiera et il ne redeviendra jamais granit. Et l'histoire de la goutte pose problème aussi. Mais avouez que ces 2 ou 3 petits points ne sont rien par rapport à ce que vous propose ce film. Donc voilà, donc la grande pyramide K, excellent. Si tu veux rêver, excellent. Si tu veux apprendre des choses, excellent. Si tu veux t'initier à l'égyptologie et à l'Égypte, excellent. Si tu veux t'initier aux maths, excellent. Il n'y a pas de problème. Je le préfère à la révélation des pyramides. On attend toujours le 2, hein. mais je pense qu'il naîtra jamais, ce révélation des pyramides 2. Et intéressez-vous aussi à l'égyptologie. Et rappelez-vous aussi que les égyptologues, c'est pas forcément des scientifiques, c'est des égyptologues. C'est pareil, je veux dire. C'est la version officielle, mais la version officielle cherche le modèle le plus simple, le modèle qui leur semble le plus adapté, qui marche. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui les dérangent aussi, pour différentes raisons, comme je viens de vous le dire. Et voilà quoi. Où est la vérité? Est-ce qu'elle est entre les 2, entre les 3? Est-ce qu'elle est ailleurs? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Surtout que là, on vient d'apprendre, là récemment, sur Futura Science, il y a un article, on aurait découvert un sphinx, un petit sphinx, de petite proportion, qui détruit quasiment ce qui est dit dans la révélation des pyramides. Voilà. On a trouvé un petit sphinx qui, là, les égyptologues, là, ils sont fous, là, en ce moment. Je vous en parlerai plus longuement dans une autre vidéo, si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous ai donné mon avis. Vous prenez pas, vous avez le vôtre. N'hésitez pas à poster sur le sujet, à me dire ce que vous en pensez. S'il y a parmi vous des gens qui ont apprécié la révélation des pyramides, bien à vous, dites, vous me faites un post. Non, moi j'ai bien aimé la révélation des pyramides. Je pense que effectivement il y a un problème. Je pense que il y a eu un apport extérieur. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, tant que ton poste est poli et voilà, faut arrêter l'esprit partisan sur des sujets comme ça, parce qu'à la base que tu aies raison ou que j'ai raison, bon, c'est pas ce qui va changer nos vies. On est d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de comprendre. Donc, si tu arrives à me faire comprendre, pareil. Pour ceux qui n'aiment pas la grande pyramide K, je vous demanderai juste d'être poli et de ne pas attaquer Monsieur Kraniki, de ne pas attaquer Monsieur Grimaud, Monsieur Jean-Pierre Adam ou les égyptologues. Vous allez me dire, ouais, tu l'as attaqué. Non, je ne l'ai pas attaqué. Filou, c'est pas une attaque. Filou, c'est malicieux. Je ne me permettrai pas de l'attaquer parce que j'ai le droit de donner mon avis sur Jean-Pierre Grimaud. Je l'ai trouvé très léger, pour pas dire minable, et c'est pas une insulte. J'ai pas dit c'est un minable. J'ai dit son attitude a été un peu minable ce jour-là. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un type qui est quand même d'une grande érudition, Jean-Pierre Grimaud. C'est quelqu'un qui a quand même proposé quelque chose que moi je ne peux pas proposer. Donc c'est pas genre moi petit youtubeur, ouais Jean-Pierre Grimaud, non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais j'ai le droit de donner mon avis. Vous voyez où est l'équilibre? Je peux donner mon avis, j'ai le droit de le critiquer, j'ai le droit de dire qu'il a eu une attitude minable le jour où il est passé sur la tronche en biais, le jour où il a voulu faire un débat avec eux et puis finalement il s'est cantonné dans ses positions et il n'a fait que les attaquer. Mais je n'ai jamais dit que lui était un minable. Bien au contraire, je pense même que je pense que c'est quelqu'un qui doit être intéressant à pratiquer et qui a beaucoup de culture. Et pareil, les égyptologues, moi j'ai envie de comprendre, c'est tout, j'ai envie de comprendre pourquoi on nous parle tout le temps d'Égypte, pourquoi ces mystères-là on a du mal à les résoudre, qui a la vérité, qui ramène ses connaissances, est-ce qu'il y avait des connaissances ou pas, etc., etc., etc. Et bien évidemment qu'on ne dénigre pas non plus les Égyptiens. Mais c'est marrant que Sumer ne provoque pas autant de débats. Alors, petite hypothèse complotiste, peut-être que tous les secrets sont dans Sumer,
Parce que pour moi, Sumer, Sumer, sud de l'Irak actuel, c'est de là où est sorti le peuple élu, le véritable peuple élu, Abraham, et vient de Ur, de Sumer. Alors, je me dis, oui, c'est peut-être complotiste. Je me dis, mais on nous bourre le mot avec l'Égypte pour pas parler de Sumer, parce que peut-être que les écrits sont à Sumer. Et que là, tout est né. Et peut-être que ce peuple élu, c'est-à-dire choisi par les dieux, je sais pas, Anunnaki ou autre, peut-être qu'il y a une base de vérité, peut-être qu'il y a quelque chose, que ces fameux dieux Anunnaki déguisés en reptiliens, peut-être que c'est une civilisation extraterrestre qui est passée, qui nous a oubliés, qui est repartie. Peut-être que c'est une civilisation extraterrestre qui passe de galaxie en galaxie et qui essaime des humains, qui fait qui donne de la vie, qui balance les premières clés pour que les civilisations naissent, s'adaptent, grandissent, et qui de temps en temps passent, peut-être, je sais pas, on n'en sait rien. C'est pareil, hein, les amateurs d'UFO, de temps en temps je me fais insulter par des amateurs d'UFO, je vous trouve bien tolérant. Je n'ai pas dit que j'avais raison et que vous aviez tort. J'ai le droit de me poser des questions, à savoir, et bien là, sur ce coup-là, je vous dis peut-être que vous avez raison, peut-être qu'il y a des dieux, peut-être qu'il y a des êtres qui sont venus, une civilisation, alors je ne sais pas comment ils feraient pour arriver, peut-être qu'ils ont une technologie qui leur permet de dépasser la vitesse de la lumière, peut-être qu'ils utilisent une autre technique, le vril, le vortex, le sbib, le sboob, ce que tu veux, le sgekcoin, peut-être, et qui passerait, je n'en sais rien. Et c'est ça qui est plaisant, quelque part. C'est la recherche, la chasse. C'est ça qui est bien. C'est la destination est importante, mais le chemin est intéressant. Voilà. N'hésitez pas à faire plein de posts sur le sujet, parce que c'est quand même un sujet intéressant et qui intéresse beaucoup de mes abonnés. Vous la voyez là, la truite là? Voilà, la truite de Schubert, on l'appelle. Allez à la revoyure les amis, et gros bisous, bonne fête. Demain, il y aura peut-être des vidéos de posées, mais le 24, si vous voyez pas vos posts passer le 24, bon, on se comprend. Et éventuellement le 25 après-midi, je ferai passer vos posts. Mais le 24, il y a peu de chances pour que je fasse passer vos posts, quoique, on sait jamais. De toute façon, ça prend un clic. Bonne fête à toutes celles et tous ceux qui sont chrétiens, ou en tout cas qui fêtent Noël. Bonne fête aux autres aussi, puis portez-vous bien. Au revoir.